En fait, il faudrait raconter d'autres histoires. À l'heure où on essaie de bouger les lignes, de remettre en question certains regards ou certaines visions, comment échapper aux réflexes, aux codes, aux conventions qui perpétuent la même tradition? Comment proposer une autre narration? Parce que si on est honnête, elles se ressemblent toutes. Je pense au travail de cette scénariste et actrice assez géniale qui s'appelle Brit Marling et dont vous connaissez peut-être la série The OA. Elle explique très bien, par exemple, que pour qu'un changement advienne, il suffit pas de donner le premier rôle, de mettre en avant ou même de complexifier un personnage féminin. Si c'est pour reproduire le même type de narration, la même histoire d'émancipation, d'héroïsme qu'on a fait pendant des années avec des personnages masculins, ben ça sert à rien. En fait, on ne change rien. Et dans plusieurs textes que je trouve absolument passionnants, elle exprime, Brit Marling, la nécessité de se tourner vers d'autres fictions, spéculatives, fantastiques, parallèles, magiques, tout ce que vous voulez, mais qui nous emmènent ailleurs que dans un monde, le nôtre, qui produit et reproduit encore et encore les mêmes histoires. Imaginez des histoires où il n'y a pas de héros, par exemple, où il n'y a pas de destin individuel. Imaginez des histoires qui ne se terminent pas et qui défient par là toutes les histoires qu'on nous a racontées, suivant le même modèle, les mêmes schémas, les mêmes procédés. Imaginez le nombre d'histoires qu'il reste à inventer. Boomerang, Boomerang. Augustin Trapenard. Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelles histoires nous raconte mon invité d'aujourd'hui, 2 ans après le succès de son portrait de la jeune fille en feu, qui lui valait un prix du scénario à Cannes. Petite maman, son 5e long sort mercredi. C'est l'histoire d'une amitié entre une petite fille et sa mère redevenue enfant, un conte troublant, magique, joyeux, quelque part entre Cria Cuervos et Retour vers le futur. Bonjour Céline Sciamma. Bonjour Augustin. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous savez que c'est une question qui me hante en ce moment. Quelles autres histoires nous reste-t-il à raconter ? Ça semble la question la plus capitale, la plus centrale, quasiment la plus débattue même. C'est-à-dire parce qu'elle comprend à la fois la question de la diversité des voix, des représentations, de l'impact de ces représentations, et en même temps on est face effectivement à la question des imaginaires, plutôt que... Parce que quand on parle des représentations, c'est comme si d'emblée on disait oui, il faut que ces nouvelles voix, elles soient dans le témoignage. C'est comme si d'un coup, l'horizon d'une pluralité de paroles, ça allait être le témoignage. Alors que c'est pas ça du tout. C'est absolument réducteur, voire méprisant. L'horizon, c'est les imaginaires, c'est des nouvelles constructions de fiction. Si vous voulez, quand les détracteurs de l'idée même d'une forme de diversité de paroles, c'est-à-dire de déconstruction des imaginaires, disent ah oui, vous voulez quoi alors, que ce soit ah oui, du coup une femme noire qui fasse une fiction sur le consentement, eh ben oui, et puis c'est I May Destroy You, et c'est la plus belle fiction qu'on a eue l'année dernière, et pas seulement parce qu'elle est effectivement, elle vient comme ça raconter d'une façon hyper profonde et intime à la fois l'air du temps, des personnages, des amitiés, mais surtout parce qu'elle propose des circulations dans la mise en scène, des hypothèses de résilience multiples, et donc d'un coup elle nous augmente. La série de Michael Ockel que j'invite toutes les auditrices et tous les auditeurs de Boomerang à regarder. Évidemment, il s'agit d'inventer de nouveaux récits et peut-être aussi d'inventer un nouveau langage. Quel langage, depuis votre premier film Naissance des pieuvres, essayez-vous de construire film après film, Céline Sciamma? Ça se précise, parce que c'est vrai que moi-même j'ai mis du temps à me sortir de certaines injonctions, des injonctions de récit qui vous donneraient la légitimité d'être cinéaste, la légitimité de parler parmi d'autres cinéastes. Et donc ça se précise, et c'est vrai que Petite Maman, c'est quasiment pour moi là, j'ai la sensation d'aboutir à un croisement entre une prise de risque narrative et en même temps la confiance dans pourquoi on cherche à écrire différemment. Pour être un peu plus précise, par exemple, là c'est vrai que dans Petite Maman c'est un film de récit, de voyage dans le temps, mais pour autant il n'a pas vraiment d'époque. Ça par exemple c'est complètement contre-intuitif. Moi au départ je me dis bon voilà, j'ai envie de faire rencontrer une mère et sa fille au même âge. Bon alors forcément c'est une question de voyage dans le temps, et donc forcément je pense au cinéma de voyage dans le temps, et donc à sa grande matrice aussi qui est Retour vers le futur, et donc d'un récit qui joue du paradoxe temporel. D'un coup il y aurait 1000 péripéties, des potentialités de conflit, d'apprendre des choses sur le futur, possiblement de le modifier. Et ça, ce récit du voyage dans le temps, dans la rentabilité on va dire, voilà, par exemple ça j'ai essayé de pas jouer à ça, et de plutôt créer un voyage dans le temps qui, plutôt que de créer du paradoxe temporel et des rencontres entre les époques, crée l'opportunité d'un temps partagé. Oui. Et donc ça impliquait de possiblement qu'il n'y ait pas de machine à voyager dans le temps dans le film où on voyage dans le temps, et de miser
sur les outils du cinéma et quasiment, là aussi, ça semble de miser sur les outils premiers du cinéma, c'est-à-dire le réalisme magique et de convoquer les outils des pionnières du cinéma. Moi, j'ai beaucoup pensé à ça. Voilà, c'est des mouvements pour chercher la nouveauté. On va chercher aussi comme ça parfois la simplicité des outils. Mais représenter le monde autrement, quel enjeu est-ce que c'est pour vous ? Pour la femme, mais aussi pour la cinéaste que vous être. Ah, mais c'est un enjeu. L'enjeu des imaginaires, il est capital parce qu'on voit bien, comment dire, que la fiction est comprise. Je vais essayer d'être précise autour de Petite Maman parce que au moins c'est un bon exemple. Mais par exemple dans Petite Maman, l'idée de produire un récit de rencontre amicale à égalité entre une mère et une fille, pour moi, ça a une fonction qui est à la fois déflagratoire, c'est-à-dire une idée un peu radioactive qu'on va porter en soi ensuite, dans laquelle on va pouvoir se projeter, soi-même s'imaginer, soi-même rêver d'être enfant avec quelqu'un. Alors ça peut être sa mère, ça peut être son père, ça peut être... On le fait très souvent avec les amoureux, par exemple, les amoureuses. On se montre tout de suite des photos de nos enfants, on est tout de suite dans cette idée qu'on se serait aimé. Et donc d'appliquer ça au champ familial, par exemple, ça ouvre des perspectives de récits thérapeutiques aussi. C'est-à-dire, par exemple, si on prend la psychanalyse, le film il dialogue aussi avec des récits psychanalytiques ou psychogénéalogiques, parce que c'est un film sur 3 générations avec de la transmission. Si on regarde les récits psychanalytiques avec lesquels on se débat ou avec lesquels on s'exprime, ils sont adossés à des grandes fictions, à des grandes mythologies. Oedipe, Électre. Donc on se sert de ces fictions pour s'augmenter, se comprendre. Mais quand on regarde ces fictions, c'est des fictions de rivalité sentimentale. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas une fiction, un mythe sur lequel s'adosser pour réfléchir à soi, au rapport, grandir, s'augmenter, se consoler, qui serait pas fondé sur une rivalité sentimentale, ce qui semble plutôt une bonne idée, parce que la famille, le fait qu'elle soit fondée sur des rivalités sentimentales, ça peut se contester, par exemple. Ce qui me frappe dans votre discours, c'est la foi, Céline Sciamma, dans le cinéma. Il faut une grande confiance dans la force du cinéma pour écrire ça. Oui, et c'est vrai que j'ai d'autant plus de foi que j'ai eu la chance de vivre le fait que l'énergie d'un film se transforme dans le monde. Voilà, pour moi c'est ça qu'est-ce que c'est l'impact culturel d'un film ou d'un livre ou d'une œuvre, c'est comment cette énergie se transforme. Et je suis de plus en plus obsédée par cette question de l'énergie du film quand on le dépose dans le monde, c'est-à-dire comment ça va se transformer, comment ça va faire langage pour autre chose. Et c'est vrai que une fois, grâce à Portrait de la jeune fille en feu, j'ai vu d'un coup ce film devenir un slogan, être sur des pancartes de lutte contemporaine importante dans le monde entier. Dans le monde entier. Et c'est vrai qu'il y a cet effet de transformation. Évidemment que j'y crois parce que j'ai eu la chance de l'habiter un peu et que ça donne envie de penser de plus en plus à ça en fait. Le cinéma, quand est-ce que vous avez commencé à l'aimer, vous ? L'aimer, c'est vrai que c'est une bonne question de dire l'aimer parce que j'ai l'impression de l'avoir adoré et donc d'avoir tout pris, de m'être vraiment abreuvé à tout et je pense que je l'aime de mieux en mieux, de plus en plus, parce que de toute façon c'est ça vieillir, c'est apprendre à aimer. J'ai l'impression en tout cas, que j'ai jamais autant cru à son pouvoir d'augmentation et qu'il n'était pas uniquement intime. Moi, au départ, c'était le cinéma m'augmentait intimement. Parce qu'il vous est arrivé quand même de penser que ces films que vous regardiez avec amour ne vous aimaient pas. Ah oui. Que ces histoires auxquelles vous vous identifiez pourtant ne parlaient pas de vous. Ouais. Voire ne me concernait pas, mais ça c'est pas grave parce qu'on peut considérer que c'est bien de vivre les aventures des autres, etc. Enfin, à un moment, ça commence à bien faire. Et on peut le résumer à ne me regardez pas. Et ne me regardez pas, cette expression, elle veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on dit ça me regarde pas, on peut dire oui, c'est moi qui regarde pas ça, mais ça ne me regarde pas. Et c'est la chose qui m'a le plus renseigné dans mes échanges avec les spectatrices et spectateurs de portraits. C'était cette chose de le film me regarde, je me sens vue. Et ça c'est oui, j'y pense maintenant beaucoup plus qu'avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces films qui ne vous aimaient pas, ça vous a jamais empêché de les aimer et de continuer à les aimer encore aujourd'hui. Ah ben bien sûr, on est des spécialistes du monde qu'on tente de déconstruire. Et il nous a apporté, accueillis, et c'est pour ça que c'est notre responsabilité de l'habiter avec le plus de gratitude possible pour le cinéma, donc le plus de courage, le plus de volonté de révolution. Céline Sciamma, avez-vous pris conscience que le cinéma que vous aimiez reproduisait sans cesse, presque à l'infini, le
le même type de récit? Eh ben, il y a pas si longtemps, hein. Franchement, hein, c'est fou, comme tout le monde un peu, hein. Moi, j'ai pas on a des trains d'avance intuitifs, mais c'est difficile. En fait, la chose qui est difficile à comprendre, c'est on valorise les sensations. Enfin, la salle, c'est un lieu de sensations, d'accord. Donc, c'est d'arriver à comprendre quelles sensations sont bonnes pour vous aussi, quoi. Et il y a des moments de violence, notamment au cinéma, que ça me semblait important de les vivre. Et aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi? Non, c'était pas forcément important. C'est pas une épreuve d'endurance. Et voilà. Et les endroits où ça me violente, je veux plus m'y confronter aujourd'hui, parce que j'ai suffisamment appris. C'est répétitif. Regarder, c'est quelque chose qui s'apprend, justement. Oui, c'est certain. Mais c'est moins une éducation qu'une rééducation, je crois. Parce que je pense d'ailleurs, en collaborant avec des enfants, c'est vrai que moi j'aime les récits d'enfance, pas parce que filmer à hauteur d'enfant, ça veut pas dire haut comme 3 pommes, je vois le monde depuis tout poétique, depuis mon 1m20. C'est surtout un regard d'un engagement total, d'une sincérité totale, d'une profondeur gigantesque. Donc on pourrait parler d'un kid gaze, qui serait une espèce de... Le regard de l'enfant. Ouais, qui serait un regard qui care, c'est-à-dire qu'un regard qui est dépendant, déjà. Les enfants quand même sont dépendants de structure, ils ont pas d'autonomie, donc c'est des regards qui sont chargés d'une responsabilité, d'une inquiétude, d'une solidarité, et c'est aussi pour ça que j'aime les récits d'enfance. Ouais. C'est pour le regard d'enfant. L'apprentissage d'ailleurs est au cœur de ce nouveau film, Petite Maman. Vous racontez, je le rappelle, la rencontre entre une petite fille de 8 ans et celle qui était sa mère 20 ans plus tôt. Au fond, Céline Sciamma, quelle est la plus belle chose que vous ayez apprise au cinéma? Vous voulez dire en faisant des films ou en les regardant? Un peu des deux, peut-être. Je crois que ce qui me bouleverse le plus, c'est à quel point c'est le rapport c'est la précision, le soin avec lequel on fabrique une image quand cette image est reçue. Ça, c'est vrai que c'est... Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une pensée qu'on a pour quelqu'un qui est reçu. Donc ça, c'est fort. Et il y a aussi une chose qui est encore plus forte, c'est quand une image se charge d'un coup d'un imaginaire collectif alors qu'elle vous semble être très, très intime. Oui. C'est le cas par exemple des masques dans Portrait de la jeune fille en feu, le fait qu'elle soit masquée quand elle sortent par exemple, tout le monde me disait pourquoi tu veux faire ça, je me disais mais c'est un érotisme, c'est une image que j'ai envie, j'ai beaucoup me justifier de on va mettre ces foulards, et puis un an après la pandémie, c'est cette image d'un coup elle s'est chargée d'un érotisme commun, elle parle du quotidien de nos baisers. Et avec Petite Maman, j'ai eu aussi cette sensation, mais avant même de le faire, parce qu'il y avait... La première scène du film se déroule dans un EHPAD. Elle était pour moi très intime, elle concernait un au revoir personnel, mais c'est un au revoir d'une petite fille à plusieurs résidentes. Et d'un coup, après la pandémie, pendant la pandémie, cet au revoir à des résidentes d'EHPAD, il fait partie d'un imaginaire collectif. Et ça, ce mystère du rapport entre une image intime et sa réception collective, c'est l'enjeu du dialogue, hein, oui. Celle qui dialogue, qui nous apprend dans cette émission, vous la connaissez Céline, c'est la culture et son actualité qui manque parfois un peu d'humilité, mais qui a tellement souffert qu'on est prêt à presque tout lui pardonner. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 31 mai? La cinéaste Céline Sciamma, invitée de Boomerang ce matin pour Petite Maman, en salle après-demain. L'histoire, on le disait, d'une petite fille qui se lie d'amitié avec sa mère, redevenue enfant. Ce que vous nous proposez, au fond, c'est quand même un voyage dans le temps. Vous le disiez, dans ce film, qu'avez-vous fait du temps? Que devient-il? Eh bien, le temps, c'est le commun. Voilà, moi j'ai vraiment essayé de travailler sur un temps commun. Et donc, déjà en abolissant toute forme d'époque, effectivement, on ne sait pas quand est-ce que le film se situe, même si c'est sûr que si vous avez mon âge, vous allez kiffer plus que les autres. En brouillant tous les repères temporels. Voilà, exactement, mais c'est l'idée, voilà, ça s'adresse aux enfants d'aujourd'hui, mais un enfant des années 80, un enfant des années 60 peut se retrouver dans l'histoire, et de surtout pas jouer, voilà, il y a 2 maisons, il y a 2 époques, mais elles sont exactement à l'identique. Et donc, ce trouble du temps partagé, dans un décor absolument commun, pas patiné, et surtout sans même question sur le futur ou le passé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de question, ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre, mais cette compréhension, elle se fait dans la rencontre avec toute la polyvalence possible, parce que vraiment, moi, je me suis posé les questions philosophiques que posait le film, c'est-à-dire si je rencontre ma mère enfant, est-ce que c'est ma mère? Est-ce que c'est ma sœur? Est-ce que si c'est ma sœur, on a la même mère? Parce qu'il y a cette grand-mère qui est très importante. Est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on s'entend mieux? Est-ce qu'on se comprend mieux? À quoi vous jouez?
qui c'est la petite maman, du coup, si on a le même âge? Peut-être que c'est l'enfant, parce que le film, il montre ça aussi. Il montre comment, voilà, la circularité du soin, comment les enfants sont incroyablement responsables de leurs parents, et souvent les petites mamans, ce sont eux. Alors c'est intéressant parce que vous avez tourné tous les intérieurs en studio, Céline Sciamma. Dans quelle mesure l'expérience très ludique du studio entretient-elle un lien avec celle qu'un enfant fait de sa chambre, justement? Ah bah c'est exactement ça. J'avais vraiment l'impression d'être dans à la fois l'enfance de l'art en général, encore une fois, parce que je pensais, voilà, au début du cinéma, au réalisme magique, au tourné monté, à la magie dans la coupe. Voilà comment la coupe est une télétransportation depuis le début. C'est ma sorcière bien aimée, c'est l'enfance de l'art. Et puis il y avait l'enfance de, je vais pas dire, mon enfance à moi aussi, parce que à la fois, le film il est tourné dans la ville où j'ai grandi, c'est le bois où je construisais ma cabane, et donc faut s'imaginer que quand j'étais enfant, je construisais une cabane pourri à cet endroit-là, et d'un coup j'avais une chef opératrice, un chef décorateur pour construire une cabane, vous voyez, une cabane qui professionnelle, et plein d'adultes qui jetaient des feuilles dans la forêt pour faire le tapis le plus flamboyant possible. C'est intéressant ce que vous dites, parce que la chambre d'enfant, c'est aussi le théâtre de jeux de rôle qu'elles inventent, en l'occurrence les petites filles, dans lesquelles elles jouent. Qu'est-ce qui fait d'un enfant un acteur? Vous qui avez déjà réfléchi à cette problématique dans un de vos précédents films, Tomboy. C'est un interprète. Donc c'est deux choses. C'est déjà, voilà, l'enfant va nous offrir en plus son visage, ce visage éphémère, ce visage qui regarde avec la permanence des yeux, mais c'est vrai que, et puis il va nous offrir son corps. C'est-à-dire que c'est un film de déambulation aussi d'un espace à l'autre. C'est un film de cohabitation de deux corps qui sont à égalité totale, même si parfois même à l'identique. Et cette interprétation de cette histoire et cette façon d'être une héroïne en chair et en os. Et donc, moi, par exemple, la façon dont tout simplement la petite fille Joséphine qui joue le premier rôle marche dans la forêt, comme un petit James Dean, les mains dans les poches. Elle me donne à la fois son quotidien d'enfant, et surtout elle me donne le personnage qu'elle voudrait être, et elle se l'autorise. Oui. Et c'est vrai que les jeux de rôle dans le film sont très importants. Il y a toute une partie où elle joue dans un truc qui s'appelle le petit détective dans ma tête, où elle mène une enquête. Et ça, c'est le plus... Là aussi, j'ai l'impression de retourner le premier film que j'ai tourné quand j'avais 8 ans, où j'étais comme ça, gominée, c'est ça, avec précisément, une petite cravate. Quelle actrice et quelle metteuse en scène est-ce que vous étiez quand vous étiez petite? Je crois pas si éloignée. Mais c'est marrant parce que je me suis beaucoup posé la question, de l'enfant auteur ou autrice, et en regardant dans mes archives, y compris pour accessoiriser le plateau de quelques fétiches, je suis retombée, je pense, sur la première histoire que j'ai écrite toute ma vie, et c'était une histoire à continuer. Donc j'ai 4 ans, et l'histoire, c'est l'histoire d'un petit chien qui erre dans la forêt. Il va d'animal en animal pour demander à chaque fois le gîte, ou surtout que faire de sa vie. Et puis à chaque fois on lui dit non. Et donc il fallait inventer la fin de l'histoire. Et moi c'est juste une phrase, et c'est: une poule lui offre son nid et il dit oui. Et je trouve ça complètement raccord. C'est le portrait de la jeune fille en feu, ça, une poule lui offre son nid, elle dit oui. Non, mais le fait que ce soit de dire oui. Oui. Je pense que ça c'est une façon je pense que c'est assez proche de de petite maman qui dit oui à la situation aussi. Je crois vraiment que c'est le moment pour moi de poser une question qui risque de vous surprendre, Céline, mais qui en revanche n'étonnera pas les auditeurs, une question que beaucoup attendent et qu'ils me réclament. Il en reste quoi de la petite Céline aujourd'hui? Moi j'ai pas l'impression que d'être justement, j'ai envie de célébrer avec le film notre fluidité, notre intégralité, c'est-à-dire l'enfance n'est pas une chose passée ou une chose qui nous rend visite, c'est que ce soit, on peut parler d'enfant intérieur, mais au-delà même de ces questions de ces concepts psychanalytiques, moi j'ai vraiment eu l'ambition de nous redonner nos corps d'enfant, c'est-à-dire la continuité. Et donc la petite Céline, elle est là, elle est peut-être plus là qu'avant. Et puis le goût du jeu, toujours présent, plus que jamais. Oui. Là, c'est sûr que moi j'ai eu envie d'un coup de réaliser Le Petit Détective, une série de 12 fois, de 10 minutes avec des enfants qui jouent à Colombo. On va reparler d'amour et de jeu juste après, parce qu'on est lundi, il n'y a rien de plus beau. Le lundi que la voix d'Amy Winehouse, Love is a Losing Game. Dans ce qui est peut-être sa plus belle version au Mercury Music Awards en 2007, vous êtes sur France Inter avec Céline Sciamma. Vous écoutez Boomerang, évidemment. Boomerang sur France Inter.
Augustin Trapenard. Si on a envie de jouer avec elle, c'est pas tant à la marelle, à Shifumi ou aux petits chevaux. Elle est la partenaire idéale pour se déguiser en farfadet ou en princesse, pour faire parler les fleurs et construire des cabanes dans les bois, l'œil vert, la mèche blonde avec sa chemise en jean et son t-shirt ce matin. La cinéaste Céline Sciamma, invitée de Boomerang pour Petite Maman, ce film qui réalise une sorte de fantasme, celui pour chacun d'entre nous de rencontrer l'enfant qu'a été sa mère. Entre nous, si vous aviez rencontré l'enfant qui était votre mère à 8 ans, quelle question est-ce que vous lui auriez posée ? Je pense que j'aurais fait exactement. Moi, j'ai vraiment essayé de raconter très sincèrement ce que j'aurais fait. Donc le film est là complètement dans sa sincérité. Pour moi, il se trouve que dans le film, la mère, elle vit un moment de deuil, elle vit un moment de dépression, et que le film, il ausculte la mélancolie, la tristesse de nos parents, et possiblement la façon dont ils nous l'ont transmise. Donc, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'avez-vous le sentiment qu'elle vous ait transmis, votre mère? Parce que la transmission, après tout, est absolument centrale dans votre film, mais également dans votre œuvre. La volonté farouche de la comprendre, je crois. Dans Petite Maman, la rencontre entre vos deux héroïnes se fait dans une forêt qui sépare leurs maisons respectives, une forêt que vous connaissez bien, Céline, puisque vous le disiez, vous avez tourné non loin du bois où vous jouiez enfant. Cette forêt, quel théâtre est-ce qu'elle a été pour vous? Dans la vraie vie, vous voulez dire? Ouais. Le théâtre de tout, À la fois, c'est là qu'on voit son premier exhibitionniste, et puis en même temps, c'est là que, oui, c'est les bois. Moi, j'habitais vraiment dans les bois. Et ce rapport de proximité, pour moi, c'est un rapport de liberté avant tout, y compris la liberté du danger. Mais c'est vrai qu'avoir eu une enfance en autonomie totale, c'est-à-dire vraiment les clés autour du cou, et puis on peut se balader où on veut, et s'inventer ces histoires, ça reste une enfance assez glorieuse. Mais c'est intéressant parce que la forêt, c'est le conte, et dans le conte, justement, il y a toujours ce lieu qui est assez paradoxal, le lieu de mystère, le lieu volontiers inquiétant. On ressent ça un peu quand elle rentre, quand elle pénètre dans la forêt, et pourtant, vous en proposez un tout autre traitement. J'ai beaucoup rêvé aux forêts de Miyazaki. J'ai pensé à mon voisin Totoro. J'ai pensé à ces cartographies du cinéma d'animation qui ont la générosité de la palette, et puis en même temps la précision comme ça des chemins. Et techniquement, ça veut dire que moi je me retrouve dans cette forêt et je me dis il faut que j'invente un chemin qui mène d'une maison à une autre avec comme ça des grands marqueurs. Alors une souche qui tend ses racines un peu comme des bras menaçants. Et donc il y a l'idée comme ça que, mais à la fin elle rentre dans la maison d'où elle vient au final, et que le fait qu'il y ait une inquiétude à rentrer chez soi, ça m'intéressait. Moi, j'avais envie qu'il y ait l'inquiétude en fait partout, et que l'inquiétude, le trouble de la reconnaissance. C'est une bonne question, l'inquiétude. Qu'est-ce qui vous inquiète, vous, Céline Sciamma? Ces temps-ci, énormément de tout. Ces temps-ci, tout. Et Diriez-vous que cette inquiétude, c'est un catalyseur de création? En tout cas, autant je trouve que pendant un moment, en tout cas, j'ai moins d'inquiétude personnelle. Voilà, je suis pas tellement sur mes inquiétudes personnelles, ce serait un peu malvenu parce que ça, j'ai plutôt une chouette vie. Mais j'ai une inquiétude collective gigantesque. Et celle-là, oui, je pense que c'est un vrai catalyseur de création. Là, l'inquiétude personnelle, je suis pas sûre. On le dit parce qu'il faut bien faire quelque chose. Mais l'inquiétude collective, oui. Moi, ce qui me frappe dans chacun de vos films, c'est quand même la manière dont vous parvenez à créer des images qui durent dans l'esprit des spectateurs. Vous en avez un peu parlé au début de cet entretien, des images qui restent. Qu'est-ce qui, pour vous, fait la force d'une image de cinéma? Je crois que c'est l'amour qui est dedans, même si c'est un peu vaste de dire ça, mais c'est-à-dire le soin. C'est-à-dire, je pense que ça se sent que ça compte. Cette image, ça se sent, et dans ce film, j'espère que ça se sent encore plus, parce que comme effectivement tout est encore plus choisi, chaque bibelot, tout est construit, tout est vraiment une décision, et dans cette idée de décision, on peut dire oui, mais du coup c'est le contrôle, etc. Oui, mais c'est avant tout le choix, et donc c'est l'engagement, et donc c'est l'amour. C'est quand même choisir tout, et qu'il y ait comme ça des couches de décision qui soient des couches de sentiments, de sensations qu'on veut donner, et ça charge l'image de quelque chose. Je veux croire au fait qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une magie comme ça. Moi, je pense vraiment, ce film-là, je l'ai pensé comme un film de magie, en me disant, je veux par ailleurs qu'il dure, que ce soit une expérience qui dure, une petite drogue qui dure 24 heures, qui inclut la nuit, et oui, et de déposer les images comme des fétiches dans lesquels qu'on va pouvoir habiter. Voilà, moi c'est ça surtout. Je crée des images dans lesquelles on peut habiter, et donc on peut revenir dans l'atelier de portrait si on a envie. C'est simple, il n'y a pas 20 000 décors, on connaît ces lieux.
Et puis qui pose des questions aussi, tout simplement. Des images qui posent des questions. Dans quelle mesure faire du cinéma, c'est constamment poser des questions, Céline Sciamma? En tout cas, pour moi, c'est chercher à vivre des troubles. Et puis, oui, en tout cas, la question, les films avancent comme des questions, en fait. Les tensions dramaturgiques, ça peut aussi être que des questions. On est habitué souvent à des films qui avancent sur des questions de conflit, mais on pourrait juste avancer sur des points d'interrogation. Moi, j'essaye vraiment... Sans forcément répondre. Oui, ou en répondant sincèrement. J'essaie vraiment, aujourd'hui, d'avoir des personnages qui se parlent de bonne foi, avec l'envie de se comprendre, qui donnent toute leur intelligence, avec cette idée que si on part d'une bonne communication entre les personnages plutôt qu'une négociation comme enjeu de séquence, alors peut-être qu'on va aller plus loin, parce que si on est d'accord, il y a toute la place pour la surprise de ce qu'on peut faire ensemble. La question que pose la mère redevenue enfant à sa future fille, c'est de savoir à quoi ressemblera la musique du futur. Oui. Cette musique du futur, vous en avez écrit les paroles qui disent ceci: la chanson n'aura pas peur de dire ce qu'on a sur le cœur, si ton cœur est dans mon cœur. Cette phrase, comment vous l'entendez, vous? Alors j'entends les paroles dans leur entièreté. La chanson n'aura pas peur de dire ce qu'on a dans le cœur, puis de dire ce qu'on a sur le cœur. Et ensuite c'est ma chanson n'aura pas peur de dire ce qu'on a dans le cœur. Oui. Moi je pensais quasiment à des vers de Sappho. Voilà, je pensais vraiment à la chanson dans son idée quasiment originelle, et que cette chose enfantine est très simple, et dans la ritournelle il y a la réciprocité peut-être. Mon cœur est dans ton cœur est dans mon cœur. Et il y avait l'envie de donner un hymne à l'enfance, une chanson qui soit à la fois totalement crédible comme un générique d'un dessin animé qui n'aurait pas vu le jour pendant notre enfance, mais qui soit aussi possiblement l'hymne pour des manifs d'enfants avec des animaux. Et voilà, une espèce d'hymne du futur. Cette musique, les paroles sont au futur, donc de toute façon, c'est toujours la musique du futur. Mais le futur, vous le voyez comment, vous? Je le vois proche. C'est-à-dire que j'ai l'impression que moi je me projette. On a changé notre rapport au temps. Par ailleurs, a été absolument modifié par ces moments. Et la question de la projection, pour moi maintenant, elle est à l'échelle intime toujours très courte, et à l'échelle collective, on a une année politique devant nous qui pour moi le futur, c'est ça. Ça vous excite ou ça vous fait peur? Les deux, mais ça va ensemble. Ça passera par des images? Ça passera par tout ce qui... Oui, ça pourra tout à fait passer par des images, ça passera par tout ce qu'on... Oui, ça peut passer par là. Merci tellement, Céline Sciamma, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Petite Maman, avec Gabriel et Joséphine Sons, mais aussi Nina Meurice, Stéphane Varrupen, Margot Abascal, sort mercredi au cinéma. C'est un film pour toute la famille, on l'a pas assez dit, mais il faut vraiment le dire, et qui ne vous lâchera pas. Tout de suite, les médias, Sonia Devillers, qui consacre sa semaine. Sonia, ça va être passionnant à la radio, parce que c'est la semaine de la radio. Oui, c'est la semaine de la radio. On commence avec du sexe, du rap et des grosses bagarres avec le CSA. Salut Augustin. À demain. Foule mon enfance. Et la mienne aussi. Vous aimez ce podcast? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.